Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouveau podcast qui vous aide à mettre de la lumière sur les médecines alternatives. Il existe plus de 400 thérapies en France et je vous avoue que moi, j'étais un peu perdue. C'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer des praticiens qui sont diplômés dans ces domaines. Et aujourd'hui, cap sur la doula. Merci à tous et bonne écoute. Salut Asma. Salut Johanna. Alors déjà, je voulais te remercier de te prêter au jeu et nous en apprendre un peu plus sur toi et sur ton parcours. Pour la petite histoire, moi je t'ai découverte à la part de la Villette, donc c'est le lieu dans lequel nous sommes. C'est un tiers-lieu incroyable à Paris. Et j'ai tout de suite capté que tu avais une énergie débordante et surtout que tu étais hyper empathique. Et en discutant un peu avec toi, j'ai découvert le métier de doula. Et voilà. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière de ton choix, s'il te plaît? Alors, je dirais que si je devais me présenter, ce que je fais là actuellement avec toi, avec ton premier podcast, c'est d'accompagner les gens et d'être présente dans des moments importants de leur vie et notamment quand ils donnent naissance à un projet. Donc là, c'est un projet qui est en lien avec ton podcast, mais c'est vrai que j'accompagne les femmes qui sont dans un désir, d'enfant, de grossesse et en postpartum. Donc je les accompagne à mettre, à mettre leurs projets en place et notamment des projets de vie. Ok, très bien. Et je me suis un peu renseignée sur l'histoire du métier. J'ai cru comprendre que ça venait de la Grèce antique et il y a même un mythe autour de la doula, c'est le mythe de Galantis, qui a été la femme qui a aidé la mère d'Hercule à mettre Hercule au monde. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que je me suis trompée sur, enfin, est-ce que mes sources sont fausses ou est-ce que c'est ouais? Elles sont tout à fait justes, OK. quand tu regardes la définition dans le dictionnaire, doula est égale servante de la femme. Mmh. Mais moi, je dirais, que c'est au-delà de la Grèce antique. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des femmes qui ont accompagné des femmes dans leurs moments de vulnérabilité Mmh. et quand tu accouches, c'est essentiel, en fait, d'être accompagnée et les femmes ont toujours été, auprès de ces jeunes mamans. OK. En tout cas, quand elles ont appris, le fait qu'elles devaient, porter la vie et qu'elles savaient qu'elles allaient être vulnérables et donc ne pas être seules dans ces moments-là était essentiel et important. D'ailleurs, si tu fais, tu l'as très bien dit avec, cette anecdote autour de la mythologie, Mmh. si une déesse a besoin d'être accompagnée. Toutes les femmes, en ont également le besoin. Tout à fait. OK, trop beau et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton métier, du coup? Parce qu'au final, c'est un peu lié à la périnatalité, mais il y a aussi les sages-femmes en France. En quoi une doula, est différente d'une sage-femme? Alors déjà, moi je suis doula et je suis, doula de la fertilité et je suis spécialisée dans l'accompagnement donc du féminin. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc j'accompagne les femmes dans tous leurs moments de vie et ça passe, des moments en lien avec, l'accueil des premiers menstrues, dans le Mmh. désir d'enfant, de la grossesse, du postpartum et aussi des moments de vie assez, compliqués, quand on traverse, par exemple des grossesses arrêtées, quand on a un deuil périnatal, des choses très profondes où on se retrouve un peu décontenancé. C'est pour ça que la sage-femme et heureusement, enfin, le fait qu'on soit accompagné, par des médecins, des professionnels, de santé, c'est quelque chose de très important. Alors aujourd'hui, le contexte actuel dans lequel on vit, malheureusement, les effectifs ne sont plus, ceux, qu'il y avait avant et les moyens, ne sont pas les mêmes. Donc le fait d'avoir une doula, ça permet vraiment d'être focalisé sur, plutôt la partie émotionnelle et d'accompagner, justement la femme qui peut être dans le besoin à poser ses émotions, à exprimer sa peur, à être dans son écoute et surtout l'aider à accueillir ce moment de vie. Ce qui n'est pas forcément possible, aujourd'hui, en tout cas dans le contexte, médical, actuel. OK, donc c'est vraiment un accompagnement émotionnel, des femmes du coup et potentiellement de leurs conjoints ou des personnes qui les accompagnent, au quotidien. Tout à fait. OK et donc ça veut dire que si jamais, je suis maman et que j'ai une enfant qui est en période, enfin qui va avoir ses règles ou qui les a au tout début, c'est une bonne chose d'aller voir une doula, à cet effet? Enfin, pour lui expliquer un peu si moi je trouve pas forcément les mots? Tout à fait. Bien sûr, c'est important que ça vienne de la maman, mais l'idée, c'est au-delà d'expliquer, c'est Mmh. surtout, en fait, de célébrer cette partie. OK. Parce qu'une jeune fille qui est en phase, qui accueille ses règles pour la première fois, par rapport à la société dans laquelle on vit, ça a toujours été considéré comme quelque chose de tabou. Mmh. Après ça dépend, on va dire des origines, de la culture, mais pour beaucoup, de communautés, c'est quelque chose de sale, d'impur, qui doit pas être dit, qui doit être caché et c'est vrai qu'une jeune fille qui est dans sa phase d'adolescence, qui a déjà
énormément donc de chamboulements parce que c'est ça qui crée le fait qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on change. C'est grâce à nos hormones et être face à une situation comme celle-ci où on t'a pas préparé à accueillir et en même temps on te dit de le cacher ou d'être dans le rejet, c'est comme si quelque part on t'a inculqué à rejeter en fait qui tu étais, à rejeter le fait que tu sois une femme, à rejeter le fait que ce que tu représentes n'est pas cohérent, n'est pas juste, n'est pas bon. Et indirectement, quand tu expliques pas que tu rentres dans un cycle, qu'à partir de ce moment-là, tu es pubère et à ce moment-là, tu peux porter la vie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés qui vont jamais parler des règles et qui vont jamais parler de ça. On va même jamais parler de sexualité. Et du jour au lendemain, une gamine de 13 ans, qui était juste un enfant, parce qu'elle a ses règles, du jour au lendemain, on va lui parler de sexualité, mais pas de la bonne manière. La chose, maintenant que tu as tes règles, tu n'as pas intérêt à être enceinte. Oui, Cette phrase ces c'est mots assez dans la même courant. phrase, c'est très perturbant, choquant, alors que tu sais même pas ce que ça veut dire être enceinte. Et là, tu dis ah ouais, donc dès que j'ai mes règles, je suis enceinte. Même dans l'amalgame et dans la compréhension de ce qui est dit, c'est Oui, parce que c'est complètement déjà un faussé. gros chamboulement, donc du coup, Et c'est vrai que beaucoup de jeunes filles ne sont pas accompagnées et ils ont tendance à vivre ça comme quelque chose de, de pas bien. oui. Et Surtout si elles sont réglées avant leurs copines potentiellement, donc du coup, ça peut être tout à fait. un petit complexe. Il y a déjà le complexe, mais l'incompréhension Mmh. et la manière dont c'est accueilli, la manière dont c'est expliqué. Parce qu'on va juste te dire: «OK, tu ne le dis pas», mais on va pas te dire, qu'est-ce qu'il faut comme protection. Aujourd'hui, on a de la chance parce que ça a beaucoup évolué, Oui, c'est moins et tabou c'est quand vrai, même. ça aide beaucoup de femmes et en fait, on est libre et on a le choix, donc ça, c'est OK. Mais derrière ça, moi, je recommanderais, aux mamans de célébrer, en fait, ça. Mmh. Au-delà d'expliquer c'est quoi un cycle menstruel, c'est d'aller vraiment dans la célébration d'être une femme. Et il y a beaucoup de communautés, d'ethnies, des cultures que quand un enfant, enfin une jeune fille donc accueille ses menstrues, il y a une fête qui est Oui, c'est vrai. faite autour de ça. D'ailleurs, c'est l'organisation des Blessing Way, ça s'appelle comme ça. Donc, en fait, où la fille est au centre de plein de femmes et qui accompagne cette jeune fille à accueillir, en fait, ce qu'elle est et ce qu'elle peut en faire parce qu'elle est cyclique et toutes les femmes, donc si leur cycle fonctionne bien, ça veut dire que ça se passe bien intérieurement. Si derrière ça, il y a des douleurs, il faut pas normaliser la douleur. Mmh. Ça veut juste dire qu'il y a une problématique qu'il faut aller explorer et voir d'où vient justement ce problème. Donc vraiment apprendre à célébrer et apprendre à chaque jeune fille qu'est-ce que c'est. OK, oui, montrer que c'est un gage de bonne santé aussi, que ce soit bien régulier et Exactement. cetera et de les avoir, parce que bon, ben, des fois, il y a des femmes qui les ont plus, enfin, qui ont des périodes d'aménorrhée, donc ça montre qu'elles sont en moins bonne santé potentiellement, Qu'il y a un qu'il faut faire déséquilibre attention, qu'il y a à l'intérieur et qu'il à faut ces aller signes. explorer et ne pas le considérer comme quelque chose de normal ou pas important. C'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui change dans ton corps, que ça Mmh. soit exprimé par la douleur ou par un changement, c'est juste un signe. Donc moi, j'invite à chaque fois les femmes d'être à l'écoute De leur corps. de leur corps et même s'il y a rien, vaut mieux aller l'explorer, mais c'est très rare qu'il y ait rien, mais d'aller voir et si on a un premier diagnostic, d'aller en voir de voir un autre, spécialiste jusqu'à ce qu'on ait, la réponse qui nous convient parce qu'indirectement, quand on s'écoute, on se dit: «Ah ouais, mais j'aurais dû». C'est Oui. pour éviter le «j'aurais dû» et avancer, on va dire de manière plus sereine. OK, super et du coup, quel a été l'élément déclencheur, toi, de ton intérêt pour cette pratique? Comment est-ce que tu es devenue doula? Il y a des écoles, des formations pour? Effectivement, il y a des écoles, il y a des formations, il y en a de plus en plus. Après, c'est OK. vrai qu'en France, c'est pas un métier qui est Très reconnu. reconnu. Mmh. Voilà, mais dans les pays du Nord ou aux États-Unis, dernièrement, j'étais, en Angleterre et j'étais mise en relation avec une sage-femme et donc je l'ai accompagnée donc dans sa clinique et en fait, chaque femme vient, elle a sa doula et sa sage-femme Ah oui? et c'est C'est systématique OK. et que, limite, voilà, enfin, si tu as pas de doula, c'est pas normal, hein. Alors qu'en France, c'est pas forcément le cas. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Enfin, je pense que c'est juste une question, de temps parce que voilà, les mœurs se Les mœurs changent se changent. Peut-être et qu'à les f terme, en tout à France, il y fait. aura aussi un accompagnement avec une On doula. n'est pas encore totalement accueillis, hein, Mmh. dans les hôpitaux, mais ça commence à être, possible. Ça dépend en fait, des cliniques et des établissements.
On fait peut-être de plus en plus place à l'accompagnement émotionnel des personnes, maintenant en 2025 que précédemment. Tout à fait. Après, il y a quand même ce point essentiel qui doit être mis en avant. On n'est pas là pour remplacer les sages-femmes. Oui. On est juste là pour créer du lien et laisser les sages-femmes faire correctement leur travail. Et justement, quand une femme est dans une salle d'accouchement et elle se retrouve toute seule et qu'elle vit des contractions pour la première fois, elle ne sait pas ce que c'est. Mmh. Elle le vit pas forcément bien. Elle est presque traumatisée par l'intensité de la douleur. Et quand tu as une sage-femme pour 10 accouchements, c'est très, très difficile à gérer. Elles veulent être présentes et elles le font, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui les accompagne pour la gestion émotionnelle, la respiration, la compréhension de ce qui se passe sur chaque étape de son corps, eh ben, ça rassure. Et ça permet de faire en sorte que ça soit, que cette Normalisé. alors, ouais, je dirais l'expérience est quand même très intense OK. et pas évidente et chaque femme, donc est différente. En revanche, le fait que ça soit, on va dire, le plus en adéquation avec ce qu'elle doit vivre à ce moment-là. OK. Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu accompagnes les futures mamans et les futurs papas, dans un projet bébé, par exemple? Alors c'est vrai que, la plupart du temps, bah, elles viennent, elles sont déjà enceintes, OK. voilà et elles vont avoir besoin d'être, j'ai beaucoup de mamans solo, Mmh. c'est vrai. D'accord. J'ai beaucoup de mamans solo et qui, justement, parce qu'elles sont solo, Elles elles ont se disent que c'est quelque chose de compliqué et elles ne savent pas comment faire. Et elles ont besoin d'un soutien. C'est comme si, en fait, tu vas leur expliquer ce qui se passe dans ton corps à chaque étape et que oui, c'est normal que tu sois fatigué. Oui, c'est normal que tu aies mal. Oui, c'est normal que ton corps, au fait, change. Et ça permet juste de pas se dire, ah bah tiens, je suis folle, je vis des trucs bizarres, de mon se enfant sentir seule. bouge, se sentir seule. Et ça permet aussi, quand on vit aussi une grossesse seule, il y a une remise en question sur sa féminité, des peurs qui arrivent, des inquiétudes sur la responsabilité, ben, d'un enfant. Donc c'est, très particulier. Après, j'ai aussi des couples Mmh. et dans ce cas-là, c'est aussi un accompagnement. C'est vrai que je suis plus en relation avec, la maman, mais il s'avère qu'il y a des entretiens qui se passent aussi à 3 où, la personne, en tout cas le papa notamment, va venir et poser des questions sur son rôle, de: «Est-ce que c'est normal que, bah, voilà, c'est normal que je ressente rien?» Puis j'ai eu la alors, quand tu me dis: «Tu ressens rien», ça veut dire quoi? Il me dit: «Bah, en fait, je suis content, d'être, Bientôt papa. papa, mais je sais pas ce que c'est, être papa. Donc j'ai du mal à mettre des mots dessus» et c'est là où tu comprends que des fois, il y a des mamans qui ont des attentes très précises, pour leur conjoint, mais sauf qu'ils peuvent pas vivre ce qu'elles vivent. Elles sont mères avant même d'être enceintes. OK. À partir du moment où il y a cet appel à l'enfantement, où tu as ton horloge biologique qui vient sonner, comme si c'était quelque chose de De ouais, enfin pressant. viscéral et tu arrives pas à le gérer. C'est juste que encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait au préalable, en fait, c'est un cycle et tu as tu dédié à soi-disant, en tant que femme, à donner la vie. C'est vraiment, dans ton fonctionnement. Oui. Voilà. Après qu'on le souhaite ou pas, la question ne se pose pas. Il y a le désir ou non, donc de maternité. C'est pas une fin en soi, mais physiquement et physiologiquement, c'est quelque chose qui peut venir, qui peut prendre le dessus. Donc elles sont déjà mères avant d'être mères. OK. Et c'est vrai que c'est ce chamboulement hormonal ou en tout cas cette réaction qui va en fait entraîner ce désir et ce besoin. Et ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Et lui, en fait, ça vient pas de suite et la plupart du temps, les pères, quand ils expriment leur, ressenti, ils deviennent pères quand ils voient leur enfant. C'est là qu'ils se rendent compte Que voilà qu'il y a un et petit bébé qu'il faut s'en occuper, exactement et encore la paternité, elle se définit plus dans le sens où, ah voilà, je suis responsable d'un petit être Mmh. et je dois, justement subvenir aux besoins et de ma famille, d'un point de vue, sécuritaire. OK. Très intéressant. Et du coup, est-ce que tu penses que cet accompagnement, il peut éviter, les dépressions postpartum? Parce qu'en France, il y a quand même 15 à 20 des femmes qui font des dépressions postpartum. C'est quand même assez conséquent. Peut-être que d'être accompagnées, écoutées, pendant tout le déroulé de cette grossesse, ça peut, les éviter ou alors peut-être pas? Et sinon, quels conseils est-ce que tu donnerais à des femmes qui sont, dans ce cas-là, qui pourraient nous écouter et qui se sentent, vraiment, démunies face à leur nouveau rôle, de maman?
Alors, avant de parler du postpartum, j'aimerais parler de la matrescence. OK, c'est un terme que je ne connais pas. Alors justement, et pourtant, il est, il parle à tout le monde quand tu regardes bien, c'est comme l'adolescence. Mmh. Tu sais, tu pars, tu es un enfant et puis tu traverses un parcours pour, devenir une femme. Oui. Donc tu as tout encore une fois, on revient sur cette partie, au niveau hormonal qui va vraiment impliquer le changement Mmh. physique, émotionnel, même d'un point de vue, voilà, tu regardes ton enfant, tu dis: «Ouais, mais c'est quoi ça? C'est c'est à moi ça? Mais c'est tu pas comme ça». Mais accompagner le fait de grandir et de devenir autonome et de devenir un individu à part entière. Donc ça, c'est vraiment, en fait, toute cette période d'adolescence qui dure un certain temps, Mmh. d'accord? C'est la même chose, en fait, quand tu es une femme et tu deviens mère. C'est la matrescence. Ça demande aussi un chamboulement, une transformation émotionnelle, physique, énergétique, enfin, tout ce que tu veux, qui fait que tu deviens mère. Et c'est physique, c'est le changement, il est là. Quand tu accueilles, ton corps change, tes objectifs changent, tes priorités changent, tes besoins changent. C'est tout ça, c'est mis en place pour que tu puisses devenir mère. Quand on parle de sixième sens ou quand on parle même d'instinct Mmh. maternel, OK, c'est vrai, mais pas forcément. Il y a des choses qui sont innées et d'autres qui s'acquièrent au fur et à mesure du temps et ça, c'est fait, justement, dans l'accompagnement, de ta transformation. C'est pour ça que quand on parle de ce chamboulement et tous ces événements, qui arrivent pour que tu puisses accueillir la vie, dis-toi que après ça et ben, en fait, tout redevient comme c'était Avant. avant. OK. D'où le fait qu'il y ait une vraie, comment dire? Une chute hormonale, des, enfin une transformation et surtout le poids des responsabilités. C'est vrai que donner la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une expérience incroyable, mais quand tu regardes bien, bah, en fait, tu étais toute seule ou vous étiez à 2 et du jour au lendemain, tu es à 3 Mmh. et c'est pas juste pour, instagrammer, les enfin, tu vois, quand tu vois des enfants, ils sont beaux, ils sont mignons, en fait, c'est pas ça. Derrière ça, C'est il y a une beaucoup de vraie fatigue. Mmh. conscience, il y a de la fatigue, il y a le fait que tu ne dors pas Mmh. parce que tu peux pas, parce que tu as peur pour ton enfant. Il y a beaucoup de choses qui sont là et c'est surtout, bah, tu dis: «Mais si j'échoue? Si je fais pas mon rôle correctement?» et ben, Là, j'ai une derrière, il y a une vie qui responsabilité énorme. bah, c'est surtout qu'il y a une vie qui en dépend Mmh. et c'est cette pression et cette charge mentale qui va jouer à un moment donné sur, l'accueil de l'enfant. Le baby blues, il est quasi, normal parce que ça correspond à cette chute hormonale OK. et c'est normal. En revanche, si ce baby blues devient, on va dire, plus long, c'est que Il derrière s'installe ça vraiment. mmh et c'est là où tu te dis: «Ben, là, c'est une maladie. La dépression est une maladie» Oui. et c'est très souvent quand une femme est seule et ben, ça peut arriver. C'est pour ça que moi, je recommande vraiment, bah, aux femmes, bah, d'avoir une doula, ça, c'est sûr, mais c'est surtout de s'entourer et on parle, dans beaucoup de cultures, du mois d'or et notamment des 40 jours de postpartum et normalement, pendant les 40 jours qui suivent la grossesse, une femme n'est censée, entre guillemets, «rien faire» qu'à part allaiter son enfant et s'occuper d'elle. Tu mets 9 mois pour faire un bébé, il te faut minimum 9 mois pour retrouver ton corps Mmh. et le troisième trimestre, enfin le quatrième trimestre, pardon, fait partie de la grossesse. Mmh. Ces 3 mois supplémentaires sont nécessaires pour que toi, tu puisses reprendre ne serait-ce que, la Possession possession de de ton ton corps. corps et encore, 3 mois, c'est pas suffisant. Mais ces 3 mois et notamment les 40 premiers jours, il y a une règle d'or qui s'appelle où les 10 premiers jours, eh ben, je suis allongée sur mon lit. Mmh. En gros, je ne fais rien. Les 10 jours d'après, eh ben, je suis assise et mon enfant est près de moi. Et les 10 derniers jours, tu es dans la même pièce que ton enfant, mais tu es pas censé faire autre chose. Ça veut dire que tu as le droit de te mettre debout. C'est juste un temps nécessaire pour que ton corps, au fait, se reconstruise, que ton utérus reprenne sa place, que tu récupères, d'un point de vue énergétique et que tu puisses te laisser du temps à accueillir ce changement. Parce qu'il va y avoir beaucoup de femmes, bah, en fait, je les vois et c'est même pas 3 4 jours parce qu'elles ont déjà un enfant ou pas Mmh. et ben, elles ont un bébé de 7 jours dans les bras, on porte-bébé et puis, bah, elles vont déposer les enfants, elles reviennent et cetera et quand je vois ça, ben, en fait, ça me fait, profondément de la peine parce que je me dis: «Mais en fait, elles sont seules». Et elles s'accordent pas le temps, Mais c'est pas qu'elles nécessaire. s'accordent Elles ne pas, peuvent pas s'accorder le temps elles ne peuvent nécessaire. pas, elles sont seules.
et se dire, ce que tu traverses, tôt ou tard, il y a une conséquence. Il y a beaucoup de femmes qui vont me dire, par exemple, oui, mais moi, ma belle-mère, elle vient, elle me dit, mais moi, au bout de 10 jours, j'étais dans les champs, ou j'étais, je sais pas, où ok, d'accord, déjà, si tu parles de champs, c'est que c'était pas C'est que c'était à hier, l'époque, oui. voilà. Et surtout, j'ai ok, 10 jours, tu étais dans les champs, tu as repris ta vie, mais à 40 ans, tu ressembles à quelqu'un qui a pas son âge. Physiquement, tu as des douleurs partout dans ton corps. Ton corps en lui-même n'a jamais pris le temps de se rétablir. Et ça, il faut vraiment être à l'écoute de ça, que c'est pas un caprice, que c'est une manière juste de prendre soin de soi, mais surtout de guérir plus vite, d'être plus à l'écoute de soi et être pleinement présent pour ses enfants. Être pleinement présent pour leur donner, en fait, juste de l'amour et du temps. Oui. Mais si tu vas pas bien, si tu es mal, si tu es malade et que tu n'as pas pris ce temps, il y a quand même un peu, qu'on le veuille ou non, de l'amertume. Parce que tu es fatigué, tu en as marre, tu n'en peux plus, tu dors pas. Le sommeil est essentiel dans la récupération. Comment tu veux Lui, il dort. Mais toi, toutes les 2 heures, tu es alerte parce que tu dois le nourrir. Et dès que tu peux dormir, tu vas faire la vaisselle, tu vas faire ci, tu vas faire ça. En fait, à quel moment tu t'arrêtes ? Tu te reposes jamais en réalité. Et c'est ça, en fait. Moi, ce que je fais, en tout cas, pendant la grossesse, j'invite, et d'ailleurs, on organise souvent des... On a parlé de Blessing Way sur la célébration et l'accueil des premières menstrues. Et il y a aussi le Blessing Way où tu accueilles la mère. Okay. Mais c'est pas un baby shower. Oui, parce que ça, c'est avant la naissance du bébé pour les cadeaux. Voilà, c'est ça. Et là, c'est la révélation, en fait, de la maman. C'est juste donner de l'amour à quelqu'un qui est dans un moment qui est forcément pas évident pour elle, et de se sentir accompagnée, aimée, consolidée, ça te donne de la force, au fait, intérieure. Oui, forcément, oui. Et automatiquement, tu es plus enclin à aller de l'avant et à donner la vie en te disant, voilà, je ne serai pas seule. Et ce que je mets aussi en place, c'est des calendriers avec toutes ses copines. Première semaine, il y en a une qui... Il y en a une qui vient pour poser, qui vient pour faire à manger. On prépare d'ailleurs... moi, déjà, la plupart du temps, je suis très présente les 10 premiers jours, voire les 15 premiers jours suite à l'accouchement, okay. Où je viens régulièrement chez la maman, où je lui apporte à manger. Pendant qu'elle dort, je m'occupe du bébé. Comme ça, elle peut avoir un sommeil réparateur. Exactement. Ou ça m'est déjà arrivé d'accueillir des gens chez moi parce que c'était plus facile par rapport à mon organisation personnelle. Et pendant 24 à 48 heures, elle ne fait rien. Elle s'occupe que du bébé. Elle l'allait. Et encore, si elle donne le biberon, elle dort, elle revient, elle se réveille, elle a un plat, elle a quelque chose. Que des choses moelleuses, chaudes et réconfortantes. C'est très important de même la nourriture qui est en lien avec le postpartum est essentielle pour, en fait, aider à la récupération beaucoup plus rapide. Parce qu'en général, quand on va pas bien, on a tendance à pas manger, donc du coup, on s'engage dans un cercle vicieux. Tout à fait. Mais en dehors d'aller bien ou pas, c'est pour éviter d'aller mal, qu'on fait tout ça. Et ça fait qu'elle se sent bien automatiquement à ce moment-là. C'est juste que physiquement, elle a besoin d'un temps de récupération. Okay. Et les gens oublient. Ça m'est déjà arrivé de voir autant... j'ai vu la maman qui n'avait pas le choix et qui, en fait, n'avait... mais moi, cette dame-là, je suis allée la voir en lui disant, mais si vous voulez, écoutez, moi, je vais à l'école, je prends vos enfants, en fait. Je peux les déposer. Vous n'allez pas vous lever à 7 heures du matin pour déposer un enfant dans le froid, alors qu'il y a un bébé qui a 3 jours, 4 jours, 5 jours. Enfin, allez, on va dire... une semaine, parce qu'on est à l'hôpital sur la période-là, mais en tout cas un bébé de moins d'1 mois. Et c'est vrai que c'est très particulier. Et c'est là où tu te dis... Après, la société fait que ça a changé. On est très speed. Il y a le fait d'être speed. Les femmes, elles ont besoin maintenant d'être actives, de retrouver leur corps d'avant grossesse assez rapidement. Enfin... Ouais, mais c'est parce qu'elles ont oublié que plus elles prenaient le temps, plus elles récupéraient vite. Et meilleure serait leur santé plus tard aussi. Exactement. Ça créerait pas de carence ou de problèmes tout à fait. Plus long-termistes. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'invite toutes les femmes à si elles ont des amis, tant pis, enfin, l'imposer. Mais c'est essentiel sur les premières semaines de vie et d'être accompagnées. Et la plupart du temps, il y a des gens qui vont dire, tiens, on va aller voir le bébé. Mais les gens, ils sont assis, puis ils attendent que la maman leur serve du café, des gâteaux, des choses, vrai. De faire... Enfin, je dis, OK, mais c'est pas ça. Normalement, tu es censé venir avec un plat, à faire quelque chose, à préparer des tupperwares, à les laisser pour la semaine. C'est ça, en fait. C'est mieux
que d'acheter 10 body ou le dernier vêtement que le bébé va mettre une fois et encore personne va le voir parce qu'il est en pyjama quasiment toute la journée, il fait que de dormir. Donc vraiment, si je peux conseiller, en tout cas donner un tips, ok, achetez votre body si vous voulez, mais faites des plats, faites à manger pour la maman, alterner entre copines, famille, etc. Et ben les moments où elle doit pas être seule, où vous pouvez prendre le relais sur le bébé pour qu'elle puisse récupérer plus vite et éviter la dépression postpartum. OK. Parce que c'est tout ça qui Tout vient. cet accompagnement familial et amical autour, qui évite justement, Alors qui éviter, je pourrait ne sais pas, mais éviter en tout cas, qui peut le fait qu'elle se sente soutenue, le fait qu'elle se sente accompagnée, le fait moins qu'elle ne soit démunis. pas seule, et ben elle c'est plus facile à vivre Oui, forcément. enfin Une naissance. une naissance. Je pense que dans tous les moments de vie, en dehors de ça, le fait de ne pas sentir seule, et ben ça aide à être À avancer. juste avancé. Mmh. OK. Hyper intéressant, merci et du coup, ben, on retient les petits tips pour les futurs bébés qui arriveront, autour de nous. Est-ce que tu aurais une petite expérience marquante, émouvante à nous partager, que tu aurais vécue? Il Alors faut en choisir une. j'allais dire, j'en ai pas mal, J'imagine. mais ouais, je dirais, j'ai le droit d'en avoir 2. 2, allez 2. On t'écoute pour 2. Alors justement, j'ai une maman qui elle était dans une problématique, justement de fertilité. Mmh. Donc je suis pas médecin, hein. Donc pour bien un rappel, mon objectif n'est pas de guérir, mais simplement d'accompagner les femmes à libérer, à faire une libération émotionnelle, à comprendre d'où elles viennent, à comprendre ce qu'elles sont devenues et ce qu'elles sont. Est-ce que c'est vraiment celles qu'elles voulaient être? C'est en faisant tout ce cheminement-là qu'on arrive à avancer encore une fois, mais avancer en étant aligné avec soi-même. Mmh. Si on porte des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, c'est vrai qu'on traverse la vie pas aussi légèrement qu'on le souhaiterait. Donc l'idée, c'était vraiment donc en tout cas, cette femme était dans le cadre d'un accompagnement en lien avec la fertilité, son désir, en fait, de grossesse. Elle avait pas de problématique physique, ni Mmh. son conjoint. Donc ils appellent ça l'infertilité inexpliquée. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire: «Oui, mais il faut pas être stressé, il faut pas y penser, il faut pas ci, il faut pas ça». Bah, c'est comme je te dis: «Bah, écoute, pense pas à une girafe». Bah, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est une Une girafe. girafe, Donc oui. c'est très, très difficile de pas y penser quand c'est quelque chose qui t'habite constamment et surtout quand tu te dis: «Eh ben, tiens, dans ton entourage, il y a des personnes qui n'ont rien demandé et ça vient comme ça» Mmh. et que voilà et c'est très difficile. Surtout quand tu es dans des communautés où il y a des femmes afro-descendantes ou quand tu te maries et que tu as pas d'enfants Mmh. et ben, limite, tu es enclin à du rejet dans le cadre de ta belle famille. Oui. C'est comme si on te disait: «Bah, tu es pas une vraie femme». À cause de toi, notre lignée va s'arrêter Oui. ou tu n'as pas la capacité de donner un enfant à notre fils. Donc, au fait, tu divorces Oui. ou tu vas avoir une coépouse. Mmh. Enfin, en tout cas, là, je te raconte une histoire bien spécifique, même si ça peut être insensé, peut-être pour certains, mais ça existe et il faut respecter les cultures de chacun. Oui. Et il s'avère que finalement, la problématique ne venait pas d'elle et de son corps, puisque de toute façon, médicalement parlant, il n'y avait pas quelque chose de signifiant. En revanche, dans son histoire personnelle, s'il y avait une question de place, une question de culpabilité, une question de est-ce que je m'autorise à et cette notion de coépouse, etc., qui revenait constamment, la peur de perdre son mari, est-ce qu'elle pouvait être en sécurité émotionnelle, est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui venaient à ça et elle se disait: «Est-ce que je suis légitime?» Enfin, beaucoup, beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec la grossesse. C'était Mmh. plus en lien avec son histoire personnelle, sa place dans le cadre de sa famille. Parce qu'au niveau même tu peux avoir avoir les mêmes parents, avoir la même éducation, mais tu n'as pas la même éducation. Parce que entre les premiers et les derniers, c'est pas pareil. Les Oui. parents évoluent, il y a des choses qui sont différentes quand tu as déjà des grands frères et des grands sœurs, donc ta place au sein de ta fratrie, les problématiques qu'il y a pu y avoir, des choses qui ont été exprimées, des choses non dites, etc. Donc ça joue en fait sur l'acceptation de ton corps, Mmh. l'accueil de tes menstrues et c'est à partir du moment où elle a fait la relation avec son histoire de vie, avec son histoire de place, parce qu'elle, c'était une des dernières et c'est elle qui s'est mariée en premier, Mmh. alors qu'elle avait plein de grandes sœurs qui se sont pas mariées. Enfin voilà, là on rentre dans quelque chose qui peut paraître
peut-être, comment le mot le plus incohérent, mais qui joue en fait OK. sur, Son état d'esprit. son état d'esprit, sur sa place, ce que tu t'autorises, ce que tu t'autorises pas, et cetera. Et quand elle a fait, le lien avec tout ça, elle a posé les choses en disant: «Mais j'accepte en fait, j'ai le droit d'être heureuse, Mmh. j'ai le droit de vivre, ma vie, j'ai le droit de poser les choses et les mots avec, mon mari, j'ai le droit en fait de parler à ma belle famille, j'ai le droit en fait de D'exister et d'être, d'exister et que pleinement, ce que je suis, est tout à fait valable et aimable mmh. et que j'ai pas besoin, en fait, tout le temps d'en faire trop, énormément. C'est comme si tu laissais pas de la place. Parce qu'il y avait déjà trop de choses qui prenaient de la place. Donc, en faisant ce travail, au bout d'un certain temps, effectivement, elle n'y a plus pensé parce qu'elle avait d'autres choses à penser et naturellement, elle Elle est est tombée elle est enceinte. tombée enceinte, et voilà. Mais ce qui, moi, m'a le plus touchée, c'est pas forcément parce que c'est pas moi, hein. Moi, comme je dis, j'interviens pas, en fait, dans le processus. Je suis pas là quand, voilà, Quand il se passe ce qui doit se passer. voilà. Mais ce qui est Mais tu là sûr, dans c'est l'accompagnement mental au voilà, final, émotionnel. émotionnel, oui. Vraiment, libérer, laisser de la place et pour que tout soit à sa place. Mmh. Et c'est le fait de se sentir bien, et de se sentir en sécurité émotionnellement que ton corps, au fait, autorise. Parce que quand tu regardes bien, OK, tu es dans cet aspect où tu dois contribuer à l'espèce humaine, mais en même temps, en fait, le cerveau va privilégier ta survie. Oui. Et si pour lui, il est constamment dans une réaction, voilà, le stress, c'est une réaction, l'anxiété, l'angoisse, ce sont des émotions, mais à force, au fait de les activer, tu vas activer le stress. Le stress va produire du cortisol, des choses, au fait, où le corps va se sentir en danger alors qu'il n'y a pas de danger. Du coup, il se Et défend donc et il il va se bloque tout. dire: «Bah, voilà», il va se dire: «Bah, non, je suis pas en sécurité, donc je survis d'abord et on verra après». Donc ça aussi, ça joue et je pense que ça a dû jouer et moi, ce qui m'a le plus touchée dans son histoire, c'est justement, la transformation qu'elle a eue, elle, avec le fait qu'elle était beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup Mmh. plus en lien avec, qui elle était et même, en fait, dans son rapport avec son conjoint où ils ont appris à se réaimer. Mais OK. s'aimer, en fait, différemment parce qu'elle était moins dans la peur, dans la crainte, dans le fait de le perdre, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et cetera, et cetera. Donc je pense que tout ça a joué sur le fait qu'ils étaient beaucoup plus sereins, Mmh. Qui beaucoup s'était plus choisi aimants. parce qu'il s'aimait, initialement. Exactement, et qu'elle avait plus peur de le perdre et que même si elle le «perdait» entre guillemets, elle ne perdait rien. Elle évoluait dans sa propre vie comme lui évoluait dans la sienne et que ça ne remettait pas en question qui elle était. Mmh. Et c'est très important. Donc c'est, pas forcément évident. Donc il y a Non. cette expérience et une autre, je dirais anecdote, je dirais en fait où c'est une maman qui avait déjà, un enfant Mmh mh. et qui a eu un deuxième enfant, donc une petite fille. Mais, le jour, de son accouchement, elle a perdu connaissance et en fait et après bon, bah, ça elle a été prise l'enfant a été pris en charge. Elle a été, donc aussi, traitée et cetera. Mais parce qu'en fait, elle ne Était se souvenait présente. plus de Mmh. ce moment de vie où elle a pris, en fait, l'enfant et pendant des mois, voire des années, elle avait eu du mal à se connecter Elle a avec pas son créé enfant. de lien, Elle l'a elle l'a créé, créé, mais mais comme elle a eu un trou noir sur cette période, ouais. elle se souvenait pas de ce qui s'est passé. Donc pour elle, c'est comme si elle n'avait pas été présente pour sa vie. Donc elle a développé inconsciemment un Un sentiment de réflexe. OK. surprotection et cetera et qu'elle était tout le temps, stressée, angoissée, tout le temps dans la peur alors qu'elle ne l'était pas au Avec la préalable. petite, Donc la ça a première. tellement créé, on va dire, de l'insécurité au sein même de avec elle-même, dans sa famille, des troubles gynécologiques, de l'endométriose alors qu'on n'en faisait pas avant. C'est comme si, quelque chose s'était passé dans son corps où il y a eu une transformation, mais pas forcément dans le bon sens et bon, en tout cas, elle a fait un suivi, donc thérapeutique et cetera, mais elle n'arrivait pas forcément à comprendre pourquoi, en fait, elle avait changé à ce point-là, au point où ça avait un impact sur son couple, sur sa vie de femme, sur son travail. Elle était tellement angoissée, focalisée sur sa fille, qu'elle disait: «Ah mais j'ai pas pu être là, j'ai pas pu être là, j'ai pas pu». Elle, en fait, elle ressassait tout le temps ça. Et justement, quand on s'est rencontrés, on avait fait le lien par rapport à son histoire et j'avais bien parlé, en fait, qu'une doula accompagnait donc tous les moments de vie, que ça soit les moments de vie et qui dit vie, derrière, il y a la mort. Mmh mh.
Et même quand tu donnes la vie, tu la donnes, mais tu meurs aussi parce que tu deviens quelqu'un d'autre. Mmh. Ton enfant aussi, en fait, il devient quelqu'un d'autre. Il y a une notion de début et de fin, mais pour un nouveau début. Et que c'est pas juste une fin. Et j'avais bien parlé de cet événement parce que elle me dit: «Ah oui, mais les doulas, oui, c'est vrai». Je dis: «Oui, bah, en fait, on accompagne aussi les mamans quand ils sont dans des deuils périnatales et même des personnes qui sont en fin de vie». Mmh. Parce qu'encore une fois, on revient sur les moments vulnérables ou des moments où tu te sens seule. Et quand tu te sens seule, c'est plus quand tu es accompagnée, le moment que tu vis est plus facile à vivre, Oui. peu importe le moment. Et il s'avère qu'elle avait fait le lien avec la vie, avec la mort. Elle a juste compris que c'était un moment pour elle, en fait, de transformation. Un moment pour elle où elle a revécu sa grossesse Mmh. et elle s'est revue, en fait, voir son enfant et que même si elle était inconsciente, elle s'est vue avec son enfant sur elle. Même si elle avait perdu connaissance. En tout cas, elle avait jamais posé la question, mais son mari et sa maman qui étaient présents, elle dit: «Bah oui, tu avais ta fille, Il lui sur avait toi». mis, Et alors que pour elle, elle l'avait elle l'avait abandonnée. jamais eu. Oui. Et en fait, elle me dit: «Mais elle était sur toi pendant un temps, en fait, elle a dû travailler, mettre les mots, poser des questions qu'elle n'avait jamais posées parce qu'elle voyait pas l'intérêt. Elle me dit: «Bah, bien sûr, en fait, tu l'avais sur toi». Donc pendant des années, elle avait développé quelque Sorte de chose qui était complexe. compliqué Mmh. alors qu'il n'avait pas lieu d'être, parce que des peurs, parce que des inquiétudes. Et au final, bon, avec tout le travail qui a été fait physiquement, énergétiquement et cetera, et ben, en fait, elle a retrouvé, en fait, beaucoup de sérénité. Mmh mh. Elle a retrouvé aussi parce que je pense qu'aussi sa fille, elle était un peu, oppressée, hein, Oui, bah, parce que la forcément, peur oui. se transmet, et elle a trouvé un équilibre au sein de sa famille, au sein de son couple. Et bizarrement, et c'est pour ça que je dis, je dis que les mots ont quand même un pouvoir, et ben, en fait, ses douleurs menstruelles, ont diminué. Et avec tout le travail qu'elle a fait, autant thérapeutique, autant, les soins qu'elle faisait aussi avec son médecin, et plus le côté, de la prise en charge, sur le rééquilibrage et cetera, et ben, son endométriose a disparu. Disparu. OK. Donc ça, c'est vraiment, même moi-même, elle me dit: «Oui, mais le dernier jour où on devait se voir», parce qu'après elle devait partir à l'étranger, elle est venue, elle me dit: «Mais en fait, j'ai pas besoin de venir te voir». Je dis: «Ah ouais, pourquoi?» Je dis: «Bah, tiens, regarde, mes résultats, je viens de les avoir, en fait, j'ai plus rien». Elle-même, elle n'arrive pas à l'expliquer. Ah Bon, oui, on a dit c'est qu'on était dans les trucs alternatifs, hein. oui. Je suis pas en train de dire que j'y suis pour quelque chose. Ce qui est sûr, c'est parce qu'elle a mis des mots sur ces mots. Oui. Elle a essayé de comprendre d'où venait cette douleur. Elle a Ce qu'il avait décidé de généré. changer. OK, Ouais. et donc en découvrant qu'est-ce qu'il avait généré, elle a pu, l'atténuer et quitte à ne plus l'avoir, quoi. Alors voilà, après, est-ce que Enfin, ne ça plus revient l'avoir. ou pas? Mais ce qui est sûr, c'est que ça lui a apporté du soulagement et elle lui a permis d'être beaucoup plus alignée avec elle-même et d'entrevoir la vie juste différemment. OK, et ça a duré combien de temps cet accompagnement, avec cette Ah, personne? c'était sur, on va dire, 6 mois à peu près. C'est à peu 6 près mois. le temps moyen d'un accompagnement ou Ça ça dépend? dépend. Il y a des fois, en fait, on peut faire 1 ou 2 séances et la personne, elle a un déclic. Mmh. C'est pour ça que je dis tout le temps, Ça dépend. quand j'accompagne une femme, je l'accompagne dans son entièreté. Je vais prendre en considération autant, la partie émotionnelle, autant la partie corporelle, autant la partie énergétique et la partie spirituelle. Ce qui n'est pas forcément le cas dans, les thérapies classiques. Oui. Et le fait que, ben, quand tu as la foi, peu importe tes croyances, tu mets ça au centre de tout, la personne, en fait, se dit: «Ah ouais, mais elle me comprend, en fait». Je dis: «Oui, je la comprends», mais elle a l'impression d'aller dans quelque chose qui l'appelle, comme si c'était quelque chose qui était nécessaire, et le fait qu'elle utilise tous les outils qui lui convient en la prenant, encore une fois, elle, dans son entièreté, sans jugement, Mmh. avec beaucoup de bienveillance et juste en acceptant, en fait, que, bah, tu es imparfaite, certes, mais qui l'est? Oui. Personne. Et qui, tu pas obligée d'être parfaite. Tu n'es pas obligée et tu ne peux pas l'être. Tu as Non, beau ça tout n'existe faire, pas. c'est impossible. Donc c'est vrai que ça joue, et ça dépend donc de ton histoire, de ce que tu as à résoudre. Mais rien que le fait d'avoir été écoutée, d'avoir été entendue, d'avoir mis des mots sur des mots, de ne pas avoir été jugée, d'aller dans quelque chose que tu dis: «Ah ouais, OK, ah je comprends pourquoi aujourd'hui quand tu fais le lien avec ton histoire. Ah bah OK, aujourd'hui ouais, t'es dans, l'hyper contrôle. Ah bah tiens, bah, tu pas forcément ta relation avec les hommes, qu'est-ce qu'elle est? Le fait de répéter des schémas, on va dire, ouais,
des schémas qui sont tout le temps les mêmes, ton rapport avec les enfants. Voilà, quand tu as une maman, finalement, qui a été, entre guillemets, pas bienveillante, ok, tu lui en veux, mais en même temps, ça reste ta mère. Et derrière, tu cherches la validation, l'amour, la reconnaissance, parce que tu te dis, bah, c'est ma mère. Oui. Mais après, quand tu comprends, en fait, sans t'en rendre compte, tu reproduis la même chose avec ton enfant. C'est pour ça que c'est très important de comprendre pour éviter justement cette reproduction, au final à l'infini en réalité, si on Exactement. de Et quand là, génération en tu génération. comprends. Et là, quand tu comprends, ah bah ok, mais c'est pas moi le problème, c'est en lien avec mon histoire, c'est en Mmh. lien avec pas mal de choses, bah, tu te dis, ah ok, bah en fait, il faut que je fasse tout de suite attention et je vais essayer de reprendre le contrôle et décider de devenir ce que je veux être. Et pas ce qu'on a décidé Que je forcément devais pour être. moi, et en même temps aligner que ça soit ok ou pas ok. Et ça te permet après d'être plus juste, même si ça ne veut pas dire que ton éducation sera parfaite, mais en tout cas, elle sera plus alignée. Et tu vas moins vouloir à ta maman, etc., etc., et trouver un peu plus d'équilibre. C'est pour ça que là, dans cette situation, il a fallu peut-être 2 séances pour faire juste le lien avec sa problématique et son blocage du moment. OK. Il était en lien avec son rapport à la mère. Et des gens, ils disaient, bah oui, mais moi, j'ai une très bonne relation avec ma maman. Après, quand tu lui demandes de décrire, j'ai dit, mais est-ce que ça, pour toi, c'est une norme? Est-ce que ça, pour toi, c'est OK? Est-ce que toi, ça, tu le ferais à ton enfant? Et elle va dire: «Ouais, mais jamais». Est-ce que tu te rappelles que quand tu étais petite, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là quand on te disait: «Ah bah, tu n'y arriveras jamais»? Ah bah, je me sentais pas à la hauteur ou je me est-ce que ça, tu le fais avec ton enfant? Ouais, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à est-ce que quand tu te mets à sa place, tu te dis que le ressenti peut être ce que toi tu ressentais quand tu étais enfant? Et qu'est-ce que tu avais besoin à ce moment-là? Bah, j'avais eu peut-être besoin, qu'on me dise: «Ouais, ça va être difficile, mais tu es pas seule et on va y aller et on va tout faire pour y arriver». Et je crois en toi et donc du coup Exactement, et ça fait qu'à un moment donné, elle comprend pourquoi elle a peur, en fait, de s'engager plus mmh. dans sa relation avec ses enfants, et cetera, et cetera, et elle dit: «Ah ouais, mais ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec mon histoire. Ça a à voir avec ce que j'ai pas réussi à guérir ou ce que j'ai pas réussi à ouais, en tout cas, à accepter». Et puis, bah, ça suffit. Bon, ça veut pas dire que c'est systématique, parce qu'il y a des gens, ils ont du mal enfin, quand je dis du mal, c'est que ça prend un peu de temps de trouver Oui, le pourquoi du comment. puis à comprendre le pourquoi du comment et après, du coup évoluer et modifier sa façon de faire potentiellement avec ses enfants pour pas reproduire, une fois qu'on a compris, il faut quand même, l'appliquer derrière. Tout à fait, mais tu peux pas changer, Non, 20 ans, 30 ans, 40 ans de non, vie c'est pas possible. en une séance, Non, et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est il faut que se ça peut questionner, aider. Mmh. sur ses façons d'agir. OK, très Mmh. bien. Et si on parle un peu maintenant de l'évolution du métier en France, selon toi, quelle place pourrait prendre du coup la doula, dans le système, de protection sociale français? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu aurais un avis un peu plus étayé dessus? Moi, je pense que ça pourrait aider les sages-femmes, OK. clairement, à les aider à travailler, et de faire leur boulot de sage-femme, Mmh. qui est l'accueil de la vie, la sécurité de la maman, et de le faire de manière à ce qu'il y ait moins, de complications. Alors après, je ne vais pas dire que c'est, quelque chose de courant, mais aujourd'hui, ben, le déclenchement, il est automatisé, Mmh. et beaucoup de femmes, quand elles sont prémipares ou c'est la première fois, elles savent pas c'est quoi un déclenchement. Elles acceptent, mais en fait, c'est juste pas naturel. Mmh. Et après, je me dis: «Mais en fait, une femme sait accoucher. Elle a toujours accouché depuis la nuit des temps, Oui. sans pour autant que ça soit hyper médicalisé». En revanche, heureusement qu'on est dans Que une ça existe. société, et donc où ça existe, où on est pris en charge rapidement. Il y a des médecins, des gynécologues. Je trouve que c'est extraordinaire, en plus d'avoir la possibilité d'avoir autant de soins, qui est mis à notre disposition. Mmh. Et en plus, avec le système de sécurité sociale où, tu vois, tu pas besoin d'avancer de frais, et cetera, et cetera. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a une chance incroyable. Oui. Mais c'est vrai que les doulas sont pas remboursées par la sécurité sociale aujourd'hui, Mmh. et c'est fait que, ben, d'un point de vue financier, alors je ne dis pas dire qu'il faut avoir les moyens, mais C'est ça forcément un demande un coût. budget. Mmh. Mais je pars du principe que quand tu veux avoir des enfants, c'est un budget, en tout cas Mmh. ce que je recommande, à prévoir. Parce qu'en fait, autant ce budget-là, ça va éviter à moyen terme, eh ben, d'avoir peut-être des suivis plus longs et problématiques, éviter en fait le clash baby, les Mmh.
problèmes de couple, sa place, l'acceptation de l'homme, du père au sein de la famille. En fait, ça évite tout ça. Et c'est ce que je dis tout le temps. J'ai dit, au lieu d'acheter une poussette, je sais pas moi, 2000 balles, bah, je sais pas, mettez la moitié, j'en sais rien, et offrez une doula à votre, justement à votre ami ou à votre, enfin, Oui. ou le conjoint à sa femme, j'en sais rien, mais de revoir en fait juste Les modes le de coût. dépense et le coût. Après, c'est un travail qui demande énormément de temps, énormément de patience, une disponibilité au quotidien. Des fois, moi, il y a des périodes où je travaille pas, en fait, où en gros, je prends pas de consultation parce que je sais que c'est la période où l'accouchement, en fait, peut avoir lieu. Mhm. Donc, il faut que je sois disponible à tout moment. Alors, il s'avère qu'il y a des hôpitaux qui autorisent, au fait, la présence, d'autres pas, mais au moins être là. Au moins, voilà. Moi, si c'est déjà avéré que la personne accouche presque à la maison, je ne m'octroie pas le droit d'être présente s'il n'y a pas un médecin ou une sage-femme. Ça ne fait pas... En fait, voilà, c'est Chacun son hyper rôle. cadré. En tout cas, moi, je travaille dans le fait que ça soit cadré et que ça soit pris en compte. Autant, des fois, j'ai la main, mais j'ai pas besoin, on peut y aller. Je dis non, parce que vaut mieux pas. Et même si c'est possible, même si tu sais, elle prend à un moment donné tellement confiance en elle, dit, mais c'est bon, je peux y arriver toute seule. Je dis non, 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 tu peux y arriver toute Allons voir seule. des médecins. Voilà. Mais voilà. Mais tu vois, pour revenir à l'hôpital, ce que je dirais, moi, c'est écouter la maman. Tu vois, on te demande de faire des projets de naissance et on les lit pas. Ah, ok. Donc, je trouve ça un peu dommage. Il y a des personnes qui vont, tu vois, qui sont hyper pudiques et qui veulent pas avoir trop de monde dans la salle d'accouchement, ou il y en a qui ont eu un seul rapport, enfin, ils ont leur conjoint et leur premier, en fait, leur mari, et elles ont jamais été, en tout cas, vues par d'autres personnes. Et là, tu arrives, et il y a 15 personnes dans la salle, on lève le rideau, on te demande pas de consentement, etc. Et en fait, elle va même pas avoir mal en lien. Le mal ne vient pas forcément de l'accouchement. Il va plus avoir en lien avec le fait qu'on n'ait pas respecté son intimité. Tu vois, tu accouches, le bébé, il est dans le ventre, il est dans l'obscurité totale, il arrive, il y a des néons et tout. En fait, c'est ça qui fait, ça fait peur, c'est pas évident, etc. Et puis toi, tu as envie d'accoucher, mais tu as envie d'être dans un cocooning, c'est pas possible de te recentrer sur ton corps s'il y a plein de gens autour de toi, il y a plein de bruit, il y a de la lumière, tu peux pas en fait te recentrer. Donc c'est pour ça que j'invite quand même en fait à écouter les mamans. Mais avant d'écouter les mamans, il faut que les mamans comprennent et puissent exprimer leurs besoins, leurs ressentis, et alors d'aller en fait plus loin et de collaborer justement avec ces sages-femmes, leur dire voilà, c'est important pour moi, un enclenchement ok, mais à partir de tel moment, une péridurale ok à partir de tel moment, oui ok ça fait mal et c'est normal, ça soulage, etc. Mais en fait ça veut pas dire qu'il faut être pour ou contre, chacun ses choix, il faut les respecter, mais se dire que ça, en fait, ça peut aussi jouer en termes de conséquences, etc. Donc voilà, juste respecter ce que la maman souhaite. Si la maman souhaite allaiter, la laisser allaiter. Si elle ne souhaite pas allaiter, ne pas juger parce qu'elle ne veut pas allaiter. Après, elle est à savoir pourquoi elle ne veut pas, quelle expérience elle en tire, qu'est-ce qu'elle a vu autour de tout ça. Donc, essayez juste de comprendre et accompagner la personne dans son désir le plus profond pour qu'elle soit en adéquation avec elle-même. Ok, sans jamais la juger, bien sûr. Tout à fait. Très bien. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire à toutes les personnes qui sont sceptiques et qui nous écoutent? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui nous écoutent, des sceptiques, mais sait-on jamais. Venez. Venez. Écoutez. Et je dirais... prenez cette opportunité comme une chance de vous transformer. Ok, très beau message. Est-ce qu'il y a des petits rituels ou des pratiques que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent, peut-être? Je dirais écouter son corps, ça c'est sûr. Mais peut-être, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais quand on parle de respiration, les gens en fait respirent de manière naturelle. Mais je trouve pas que ça... Ça soulage, ça détende. Voilà. Donc ils ne prennent pas conscience au fait de la valeur de la respiration.
Parce que quand tu regardes bien, en fait, tu respires et quand tu arrêtes de respirer, tu meurs. Quand tu te dis, voilà, il a été jusqu'à son dernier souffle et prendre en compte que le stress, l'angoisse, etc. Donc, encore une fois, ce sont enfin, le stress est une réaction. Mmh. L'angoisse, l'anxiété sont des émotions. Une émotion, j'aime à le dire, en anglais, on dit emotion, c'est une énergie en mouvement. Et quand elle arrive à bloquer quelque part, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré à ce niveau-là. Et quand on respire de manière consciente, bien on apporte au fait, on arrive à calmer en fait le système. On arrive à se positionner et à revenir encore une fois à l'instant présent. Et OK. se dire: «OK, OK, j'ai eu peur, mais en fait, finalement, tu viens, tu prends du recul, mais il y a rien, quoi. Il y a pas de loup, il y a pas de lion qui va me Pas de danger dévorer, il y extrême, a oui. pas de danger». C'est encore une fois en lien avec ton imaginaire. Ton Mmh. cerveau sait pas faire la part des choses entre la réalité Oui, et voilà, donc il se dit: «Ah ouais, il y a un danger», alors que il tu dis: «Ah active ouais». des mécanismes, Exactement. Donc là, tu te poses, tu respires, tu prends le temps de respirer 5 minutes, tu reprends un peu de recul et après, en fait, tu peux déjà, rien qu'avec ça, te voir les sentir choses, plus à l'aise et plus à l'aise, ouais, de plus manière détendu. beaucoup plus posée. Tu sais que OK, c'est pas évident, hein, parce qu'à ce moment-là, c'est là où tu arrives pas à respirer, mais justement, c'est là où tu te poses et tu inspires et tu respires. OK, tu reprends ton souffle. Mmh. Très bien. On a tous une amie potentiellement, une sœur de cœur qui a un projet bébé et on aimerait bien, l'accompagner. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petits tips pour accompagner, quelqu'un qui Bah, est dans tu lui cette dis d'aller situation? voir une doula, Je lui dis d'aller notamment voir une moi, doula. OK, très bien, c'est déjà. noté. Et je dirais, Je dirais d'écouter le podcast. d'écouter le podcast surtout, tous les autres podcasts d'ailleurs qui arrivent, parce qu'il y aura plein de oui, ouais, des thérapeutes, hyper Mmh, intéressants, des choses, en fait, qui va juste vous permettre d'avoir des outils nécessaires. Encore une fois, on n'est pas là pour être contre, ouais, la médecine moderne, mais c'est juste, vraiment complémentaire, à côté. complémenter, ouais, Mmh, apporter des solutions alternatives, mais qui exactement. sont là pour compléter ce qu'il y a déjà. Encore une fois, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, là on sort un peu du cadre, mais on pourrait dire que oui, guérir, c'est une chose, Mmh. soigner un symptôme en est une autre, mais aller chercher la cause permet, de faire en sorte que ça revienne moins ou pas. C'est vrai. Donc je dirais, bah, pour tes copines, ouais, prenez le temps de De vous vous écouter. aimer, de vous honorer l'une et l'autre, oui, quand c'est son moment à elle, bah, d'être présente. Mais avant d'être présente, c'est lui demander quel est son besoin. Parce que des fois, tu dis: «Ah mais moi, si j'étais enceinte, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça». Je dis: «Ouais, mais comme tu l'es pas, tu sais pas». Donc Oui, puis on voilà, les réagit peut-être toutes différemment, donc c'est vrai que c'est de poser exactement, la question à la personne de poser quoi la elle a question. besoin. C'est tout Mmh, simple, mais voilà. Mais c'est essentiel essentiel, ouais. et d'être à l'écoute, sans pour OK. autant apporter des solutions. Juste écouter, c'est aider. Avoir une bonne écoute, oui. Mmh Et c'est pas toujours, évident, mais c'est vrai que c'est très important. mh. OK et du coup, bah, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que si on doit prendre rendez-vous avec toi, ce serait bien de savoir où on peut te retrouver. Bah, alors, vous allez pouvoir me trouver donc sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, je suis sur Instagram, c'est arobase, jama, _doula. OK, je mettrai dans Donc les notes du podcast. ouais, super. Donc il y a mon podcast, il y a ah, mais ça veut dire que non, Tu ça c'est pourras promouvoir aussi le podcast. pas tout de suite. Mais voilà, il y a mon site internet, OK, vous pouvez retrouver toutes les informations. Vous pouvez prendre, rendez-vous. rendez-vous, directement sur la plateforme. Donc je fais des consultations à domicile, Mmh. donc principalement enfin, consultations à domicile, des consultations, en ligne et j'ai mon cabinet, dans le 7e arrondissement, OK, à Paris. super Voilà, donc vous êtes, les bienvenus. et du coup, tu accompagnes les femmes vraiment dans toutes les étapes de leur vie de transformation, donc qu'on soit, en période où on va avoir nos règles, quand on veut avoir un enfant et potentiellement aussi, bah, du coup, après quand on est à la ménopause, donc vraiment, ça s'adresse à toutes les femmes, Mmh. OK, Accompagner les femmes dans tous leurs tous moments leurs moments. de transition.
OK, super. Bah, du coup, merci beaucoup Asma pour cet échange et merci à l'Appart Studio et l'Appart de la Villette situé dans le 19e arrondissement de Paris sans qui, ce podcast n'aurait jamais vu, le jour. C'était vraiment un échange hyper enrichissant. Merci de t'être prêtée au jeu de ce premier podcast, que je fais, ici. Moi, j'ai passé un très bon moment en tout cas, donc merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis honorée d'avoir, comment dire, ouvert la voie. Ouvert le bal. Je tiens juste à préciser, Oui. effectivement, en fait, j'ai 2 prénoms, donc je m'appelle Jama Asma et c'est vrai qu'on a tendance des fois à m'appeler Asma et des Oui. fois, Jama, donc je suis la même personne au cas où les gens se Oui, c'est vrai perdent. que le compte Instagram, c'est Jamadoula, donc du coup, voilà, Jama et Asma sont la même personne. Ouais, c'est ça. La même personne. Ça peut porter à confusion, mais je suis la même personne. Super. En tout cas, merci beaucoup, Johanna. Merci à toi. Je souhaite que ton podcast, au fait, devienne un podcast d'utilité publique Oh! et que tout le monde puisse s'y référer parce que tu sais que tu vas choisir des bons intervenants, des intervenants aussi bienveillants que toi et qui vont apporter beaucoup de lumière enfin, grâce à toi, en fait. Donc, merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci à tous de votre écoute et merci d'être arrivés jusqu'à la fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que le métier de doula n'a plus de secret pour vous. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, peut-être à une maman, à un couple qui cherche à fonder une famille ou à juste une femme qui est dans une période de transition. On est preneur bien sûr de vos retours, donc n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, donc soit à Asma sur son compte Instagram, soit à moi. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et on revient très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!